Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, l'opposant Cheikh Bamba Dièye, leader du FSD/BJ. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets: l'incarcération de Guy Marius Sagna et compagnie, la hausse des tarifs de l'électricité, le marché de l'eau, le dialogue national, les élections locales, Macky Sall et le 3e mandat, l'opposition et ses nombreuses entités et plusieurs autres questions. Participez à l'émission en posant vos questions sur nos comptes Facebook et Twitter avec le hashtag Grand Jury RFM. Cheikh Bamba Dièye, leader du FSD/BJ, face à Babacar Fall, dimanche, le Grand Jury, 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. Les pirogues de la mort. L'immigration clandestine a fait des victimes sénégalaises cette semaine, 5 dans les eaux marocaines, 15 au large de la Mauritanie, donc en l'espace de 5 jours. Au moins 20 Sénégalais ont perdu la vie en tentant de rallier les côtes européennes. Bonjour Cheikh Bamba Dièye. Bonjour Babacar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment réagissez-vous à ces nouveaux drames de l'immigration? Vous, l'originaire de Guet Ndar à Saint-Louis, Guet Ndar qui a vu beaucoup de ses fils perdre la vie dans ces circonstances. Vous savez, c'est toujours très difficile et c'est très douloureux. Parce qu'il s'agit de jeunes Sénégalais qui sont en âge de travailler et sur lesquels les familles comptent beaucoup. C'est un drame humain et un véritable désastre. Je pense qu'on ne mesure pas suffisamment l'étendue de ce que ce signal-là veut dire pour nous autres les Africains et surtout ceux de notre sous-région et particulièrement du Sénégal. Cela veut dire simplement, de mon point de vue, que depuis les indépendances, l'essentiel des offres en termes d'emploi, de politique de développement, qui ont été mises en branle dans nos sociétés, dans nos États, n'ont pas suffisamment fonctionné. Cela pose aussi le problème que nos pays ne sont pas attractifs, même pas attractifs pour nos propres enfants, a fortiori pour des étrangers. Cela pose le problème d'une identité commune, puisque c'est un problème qui est lié à toute la sous-région et à toute l'Afrique. Et je pense que de ce point de vue-là, il est extrêmement important que nous puissions avoir des solutions globales. Oui, parce que cette détermination des jeunes Sénégalais africains à monter à bord d'embarcations de fortune et devant les météos les plus improbables, les plus hostiles, pour se rendre en Europe. C'est très simple, parce qu'en réalité, je crois que nos jeunes, nous le savons tous, ne sont pas suicidaires. Ce ne sont pas des gens qui sont complètement dépravés. C'est des jeunes qui sont en âge de travailler et pour lesquels le pays, l'Afrique, la sous-région, n'offre aucune possibilité, aucune solution. L'analyse que nous pouvons faire de ce problème-là, il n'y a pas d'offre politique en matière d'emploi. L'emploi n'existe pas dans nos pays. Et de ce point de vue-là, un enfant qui est arrivé à un âge de maturation tel qu'il doit exister et exister aujourd'hui, c'est pouvoir se déterminer, c'est manger, c'est travailler, c'est se réaliser. Si ces questions-là ne sont pas réalisées à son niveau et qu'il y a l'œil réprobateur de la société, évidemment, il y a une certaine forme de pression autour de laquelle les jeunes ne peuvent pas continuer éternellement à rester ici. Et on ne peut pas leur faire le procès d'aller tenter ailleurs. Et je pense que ce qu'il faudrait, c'est que c'est la preuve évidente que nous autres politiques, nous avons échoué sur ce dossier précis et une nécessité s'impose à nous tous. Il faut que nous réorientons les options en termes d'emploi, les options en termes de gouvernance publique pour pouvoir offrir à nos enfants quelque chose. À côté de cela, qu'est-ce que vous voyez, Babacar? Corruption sur corruption. Qu'est-ce que vous voyez? Des opportunités qui sont là pour des étrangers. Qu'est-ce que vous voyez? Des investissements qui ne sont pas opportuns pour le pays. Et en termes de retour sur la création d'emplois, sur la stimulation de notre économie, sur la préférence nationale, sur la volonté que nous devrons avoir pour aider les acteurs économiques sénégalais à exister pour offrir de l'emploi à nos jeunes, il n'y a rien. Est-ce vraiment le seul échec des gouvernements africains qui peut justifier ces voyages suicidaires, puisque ces jeunes, ils mettent de l'argent dans ces embarcations pour rallier l'Europe, beaucoup d'argent. Mais oui, c'est un paradoxe. À la limite, on se pose la question, parce que quand on liste ou quand on somme la quantité d'argent qu'il faut pour aller, on pourrait se dire que mais pourquoi ne pas essayer ici? Pourquoi ne pas essayer? Est-ce que l'environnement s'y est?
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de garanties? Est-ce qu'on a suffisamment d'offres de réussite interne qui permettent à un jeune de pouvoir de laisser ici la stabilité familiale qu'il a, la sécurité qu'il a, pour aller vers de l'aventure où la moindre des choses que nous pouvons perdre, c'est notre vie. Et je pense que c'est une question de société, c'est une question existentielle qu'il faudrait nécessairement, de mon point de vue, regarder avec la froideur et surtout la violence avec laquelle elle est là. Parce qu'en réalité, c'est un problème qui frappe nos pays, nous autres Africains. Pourquoi ça ne frappe pas le jeune coréen? Pourquoi ce n'est pas le lot du jeune français? Pourquoi ce n'est pas le lot du jeune américain? Qu'est-ce que ces jeunes dans ces pays-là ont au sein de leur pays? Quelles sont les opportunités qu'on leur offre pour qu'ils trouvent un besoin de grandir et de prospérer dans leur propre pays? Si nous essayons de trouver cela, je pense qu'aujourd'hui, on aura une clé pour ce qu'il faudra faire dans nos pays en termes d'emploi, en termes de stabilité, en termes de sécurité, de respect des libertés, de respect des droits individuels, pour que nous puissions avoir un espace propice à l'éclosion de nos talents. Oui, et quand on voit aussi des jeunes issus de familles de pêcheurs, je disais tout à l'heure, c'est important de le souligner, vous êtes de Guet-Ndar, quartier de pêcheurs très célèbre à Saint-Louis. Maintenant, ce sont les fils de pêcheurs qui tentent l'immigration clandestine, un secteur qui permettait d'entretenir de grandes familles. On a entendu une association dans les îles du Sine Saloum, une association sur les antennes d'RFM ce samedi dire oui, c'est parce qu'on donne des licences aux bateaux de pêche qui viennent prendre le poisson. Le pêcheur sénégalais, il n'a plus rien. C'est la réalité. Et aujourd'hui, quand on analyse, j'en ai discuté avec le ministre de l'économie et des finances, la structuration du budget du Sénégal, sur l'effort que l'État du Sénégal fournit pour les différents secteurs d'activité économique. On se rend compte que sur le secteur de l'agriculture, et eux-mêmes, d'après leurs propres déclarations, sur la période de 7 ans, ils ont injecté en termes de subventions 692 milliards de nos francs. On reprend un secteur comme le secteur de la pêche. Vous vous rendez compte que c'est un secteur où il n'y a pas de chômage. Mais quelles sont les contraintes qu'il y a là-dedans? La première, c'est la question de la sécurité. Vous revenez sur le cas de Saint-Louis, on parle de la brèche de Saint-Louis, et depuis 2003 à nos jours, il y a 416 personnes, jeunes, acteurs de développement, qui ont perdu la vie. On parle du secteur de la pêche, c'est un secteur sinistré du fait qu'aujourd'hui, l'ouverture que les gens pouvaient avoir du point de vue de la Mauritanie est complètement obturée. On parle de secteur sinistré parce que l'État du Sénégal n'intervient pas de manière conséquente en termes de protection, en termes de financement, d'encadrement et d'amélioration des techniques et des conditions de pêche. On parle de précarité dans ce secteur-là parce qu'en réalité, si nous voyons le système tel qu'il se passe, on se rend bien compte que le jeune pêcheur qui aujourd'hui a l'art de pouvoir naviguer en mer, il sait que muni d'un GPS, il a la possibilité de pouvoir rallier n'importe quel port. S'il se rend compte qu'avec cela, il peut non seulement en mettant une pirogue gagner de l'argent et trouver un nouvel Eldorado, le comparatif, il est là. Donc, les conditions d'existence, les rapports économiques, la qualité du travail et la sécurité sur le travail font que les jeunes sont plus ou moins tentés à l'aventure plutôt qu'à construire quelque chose. Parce qu'en réalité, quoi qu'on puisse dire, si l'effort était fourni et fourni de manière conséquente, chaque famille de pêcheurs, c'est une entreprise. C'est une sorte de PME, PMI. Parce que le chiffre d'affaires d'une pirogue, d'un fil à tourner à Guet-Ndar ou à Mbour ou ailleurs, c'est à peu près la taille d'une entreprise à Dakar. Mais est-ce que l'État du Sénégal a pris conscience que c'est des acteurs économiques à part entière, qu'ils bénéficient de formation, d'encadrement, de sources de financement et de moyens d'amélioration et surtout de sécurisation de leur emploi? Et ce sont ces questions-là qu'il faut résoudre plutôt qu'aujourd'hui de blâmer les jeunes. Là, le gouvernement, la société sénégalaise dans son entièreté interpellée par le phénomène de la maltraitance des enfants. L'affaire de Ngagne, les talibés, les jeunes apprenants du Coran, enchaînés par leur maître qui a été condamné cette semaine à 2 ans de prison avec sursis, ainsi que toutes les autres personnes impliquées dans cette affaire, dont des parents de ces talibés. Vous êtes le fils d'un homme religieux qui s'appelle Cheikh Abdoulaye Dieye, feu
Cheikh Abdoulaye Dièye et son fameux slogan « Allahu Wahidun ». Quelle est votre position sur l'affaire de Ndiagne? Vous savez, je suis non seulement fils de Cheikh Abdoulaye Dièye, mais je suis aussi un maître coranique responsable d'une dara. Et je suis produit de cette école, en alternance avec l'école occidentale française. Mais je pense que nous avons un sérieux problème avec la perception que nous avons de cet outil qui, dans l'histoire du Sénégal, a énormément contribué à former l'homo sénégalensis, et quelque part, nos sources de référence ont été des élèves dans ces daras. L'enseignement évolue dans le monde et évolue au Sénégal. Il y a de cela 50 ans, ici au Sénégal, dans les écoles, on frappait des enfants jusqu'à les blesser. En France, c'était le cas plus loin. Aujourd'hui, il y a des méthodes, il y a une pédagogie qui est là. Il appartient à l'État du Sénégal, qui est aujourd'hui le garant de l'enseignement. Vous conjuguez bien non passé. Alors, non, il appartient à l'État du Sénégal. La réalité aujourd'hui, c'est que la dara telle qu'elle existe aujourd'hui a besoin de se moderniser, a besoin de s'adapter, a besoin d'utiliser les outils modernes d'éducation et d'enseignement. Cela, de mon point de vue, il est du ressort de l'État du Sénégal d'organiser la formation de ces maîtres coraniques, de les aider à accéder aux outils modernes de transformation de l'enfant pour qu'il puisse comprendre qu'on peut avoir tout ce que l'on peut, tout ce que l'on veut de l'enfant avec des modèles modernes et sur lesquels on n'a pas besoin de recourir à la violence. Il y aura des réticences probablement. Non, mais en réalité, le monde est ainsi fait. Toutes les évolutions se sont faites dans l'effort que nous fournissons pour améliorer la qualité du service que nous rendons à nos enfants. Nous ne pouvons pas ne pas le faire. Ce que je trouve déplorable dans cette affaire, c'est qu'un problème qui est intrinsèquement lié au modus operandi du Sénégalais, à notre histoire propre, on veut le régler avec les yeux de l'étranger. La réalité, si nous avons des maîtres coraniques qui sont en déphasage avec le mode d'éducation, si l'État du Sénégal fait l'effort qu'il faut pour avoir des séminaires d'encadrement, de formation, comme il est formé un professeur à l'école normale supérieure, qu'on puisse les aider à grandir dans ce système-là, je crois que nous pourrons garder la quintessence de tout ce qui est positif dans le système de formation et d'éducation des daras en le mettant en place avec les modes modernes. Vous ne parlez pas de l'implantation libre d'écoles coraniques un peu partout. C'est difficile peut-être à gérer à ce rythme. C'est un autre problème. Vous savez, ça, je parlais d'abord du point de vue de l'option d'éducation et de la méthode d'éducation. Maintenant, sur la dara de manière générale, nous avons deux phénomènes. Nous avons des daras traditionnels que nous connaissons à l'échelle de chaque ville, de chaque contrée, de chaque département. Nous avons un phénomène nouveau, et je parle d'expérience, parce que là, j'ai été maire d'une très grande ville du Sénégal, je connais les daras qui existaient, et je connais le nouveau phénomène qui fait que des étrangers, souvent, ou des gens qui n'ont aucune attache par rapport à une localité, drainent des enfants dans des conditions les plus nébuleuses qui soient, ils les amènent, ils les mettent dans des conditions d'extrême vulnérabilité et ensuite avec une exploitation que rien ne justifie. Ce phénomène-là, comme il s'agit, comme c'est le cas pour la violence qui est faite aux femmes ou faite aux enfants, c'est à l'État du Sénégal d'y mettre un terme. Et je pense que partout et dans toutes les grandes villes, on peut les identifier. On peut identifier ceux-là qui sont véritablement des maîtres coraniques dans l'esprit et dans les règles de l'art avec des opportunistes qui essaient d'utiliser une situation ponctuelle en exploitant des enfants de la manière la plus scandaleuse qui soit pour arriver à leur terme. Et je crois que ça aussi, ces deux phénomènes, il faut savoir les différencier et combattre la cause qui aujourd'hui me semble être un problème pour notre pays. L'État sénégalais et son projet de dara moderne, en réalité l'État a du mal. Par quel bout faut-il prendre le projet, l'affaire? J'estime qu'aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir de problème. Vous savez, nous sommes un pays avec un budget, un État qui fonctionne. On estime que pour faire sortir les enfants de la rue, il faut 8 milliards. Il faut savoir être un chouïa économe pour savoir que dans 4 000 milliards, il est possible de faire des économies pour régler ce problème-là. Le second aspect, c'est celui lié à la modernisation des écoles coraniques. Lorsque le français a voulu donner un état de siège à l'école moderne, il s'est donné les moyens de l'organiser, les moyens de structurer cette école et l'investissement qu'il faut pour lui donner corps et lui donner les moyens de se faire valoir. Par conséquent, si nous voulons être
en phase avec ce mode d'éducation, si nous voulons continuer à ce que les valeurs que charrie la Dara, cette forme d'éducation qui permet à l'enfant de s'assumer, de maîtriser ses valeurs culturelles et religieuses, si nous voulons que cela continue à exister, il faut que nous ayons le courage de l'accepter comme étant un élément à part entière de notre dispositif d'éducation et que les ressources qu'il faut pour l'école publique moderne, que des ressources à la hauteur du besoin dans les daras soient mises en place pour qu'on puisse sauver nos enfants et leur permettre de véritablement jouir des mêmes opportunités qui sont offertes aux autres qui sont à l'école moderne. Arrivera-t-on vraiment à remplacer les daras traditionnels par des daras modernes? Mais oui, bien sûr. Il y a l'exemple de l'école catholique. Ce n'est que... Ils sont fondamentalement pas différents. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a eu une mutation qui s'est opérée et qu'aujourd'hui, l'école catholique a pris les formes de l'école moderne avec les moyens. Et c'est une école privée. De ce même point de vue-là, si nous aidons les tenants des daras... Il a gardé toute son orthodoxie. Hein. Oui, si nous aidons les tenants des daras, si nous les acceptons comme tels, si nous ne souffrons pas de problèmes de complexe, parce qu'il y a cela aussi. Si nous n'avons aucun problème pour les encaisser comme tels, je crois qu'il est très facile de faire muter les borom d'art en des directeurs d'écoles privées avec les mêmes formes et les mêmes assistances et les mêmes soutiens. Et de ce point de vue-là, on règle définitivement un problème qui aujourd'hui semble être insoluble. Après les enfants, les femmes, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Cher Bamba Dièye, vous êtes également, on le rappelle, député, élu sur la liste Manko Taxawu Sénégal aux législatives de 2017. Le projet de loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie a été adopté. Ça vous semble assez dissuasif, efficace? Vous savez, moi, je pense qu'il ne s'agit pas simplement de faire voter des lois pour éradiquer un mal. Nous faisons face depuis plusieurs années à des problèmes de sécurité récurrents. Ces problèmes ont pour nom rapt d'enfants, meurtres, viols et violences sur des femmes. Le premier niveau, avant de criminaliser, c'est que la sécurité du citoyen soit garantie. Et à ce niveau-là, il y a un effort conséquent à faire. Combien d'enfants ont disparu? Combien de femmes ont été violées ou violentées? Un chiffre, 60%, rien que sur les ménages, 60% de taux de prévalence des violences à l'égard des femmes dans les ménages sénégalais. C'est une étude produite par le laboratoire Genre et Société de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, une étude faite par les équipes du professeur Fatou Diop Sall qui dirige ce laboratoire. Et ça, c'est les cas de violence qui sont répertoriés. On ne parle pas maintenant de tout ce qui est passé sous silence. Donc il y a un problème non seulement de sécurité du citoyen, particulièrement de ces couches vulnérables que sont les enfants et les femmes. Et ensuite, il y a un problème global de formation et aussi d'éducation de nos concitoyens. Parce qu'en réalité, le monde évolue aujourd'hui et que chaque individu a une dignité qu'il faut préserver. Et je pense que le premier problème, pour revenir sur la question du comment gérer ce problème, c'est de faire en sorte que la sécurité du citoyen au Sénégal devienne une réalité. Je ne sais pas si vous vous êtes amusé, quel est le temps de réaction entre le moment où vous évoquez le besoin de secourir et le moment effectivement où vous êtes secouru, et on se rend compte qu'il y a énormément de soucis à nous faire de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a d'abord ce premier niveau qu'il faut régler, et évidemment, il faut dissuader, et dissuader de manière très claire. Pour que cela puisse se faire, il faudrait qu'au Sénégal, l'idée selon laquelle, si vous bénéficiez de protection, vous pouvez échapper à tout, que cette idée-là aussi soit combattue. C'est tout le problème. Est-ce que ces lois sont assez dissuasives? On peut parler du trafic de drogue. La loi Latif-Gueye, elle est là depuis plusieurs années et de plus en plus, les trafiquants de drogue se démultiplient, c'est une impression. Alors, où est l'efficacité de faire des lois comme ça, de les durcir? Le problème, il n'est pas sur la loi. Il est sur le dispositif qui accompagne la loi. Parce qu'en réalité, le système judiciaire et les moyens de répression qui sont à notre disposition doivent nous permettre en priorité d'éduquer le citoyen, de le protéger, de l'armer suffisamment pour qu'il puisse comprendre les enjeux
qui sont autour de sa personne. Deuxièmement aussi, il est dans l'arsenal que nous mettons en place pour encadrer. Lorsqu'on regarde le problème de la drogue aujourd'hui, il y a une différenciation nette entre le consommateur local, individualisé, et le gros trafiquant. Ce qui pose problème, c'est qu'on a l'impression qu'on s'acharne sur le menu fretin et qu'on laisse passer les plus gros trafiquants. Le problème, il est tel qu'aujourd'hui, de la drogue dure saisie entre les mains des forces de sécurité, on se rend compte qu'à ce niveau-là, on a un problème. Si au niveau de celui qui a pour mission de traquer les trafiquants, on n'a pas la garantie d'une certaine forme de sécurité sur la volonté ferme de combattre ce mal-là, et qu'en réalité, ils peuvent se révéler être des receleurs ou bien d'autres voleurs d'appui derrière le système, ça pose problème. Et au-delà de tout cela, qu'est-ce que nous renseigne le fait que notre pays risque de devenir un pays narcotrafiquant? Et le gouvernement n'a pas encore dit où se trouve cette drogue saisie et volée. Mais c'est le même problème. On n'a pas une situation réelle sur les violences faites aux enfants, sur les rapts d'enfants, sur les violences faites aux femmes. On n'a pas encore une situation réelle sur les quantités de drogue, de cocaïne qui ont été subtilisées à l'intérieur du dispositif de l'État. Et cela pose problème. Donc, il y a des motifs d'inquiétude. Je pense que si nous sommes conséquents, il faut que nous essayons de solder ces problèmes en amont avant de pouvoir nous dire si, une fois que le mal est fait et que l'individu est arrêté, si la justice s'applique ou pas. Parce qu'en réalité, nous avons déjà un premier problème. À savoir, les gens qui sont coupables de ces faits-là ne sont absolument pas inquiétés. Et deuxièmement, lorsqu'on attrape des individus, la marchandise frauduleuse disparaît miraculeusement. Et je pense que ça doit être vraiment des motifs d'inquiétude pour tout citoyen, et particulièrement pour l'État qui est aujourd'hui dans l'obligation non seulement d'y mettre un terme, mais aussi de montrer aux citoyens qu'ils ont mis les clés de ce mal-là. Pour refermer ce chapitre et sur ces nombreuses quantités de drogue, de cocaïne et autres drogues dures saisies sur le port de Dakar, pour donner cet exemple, on a appris que plusieurs personnes de nationalité étrangère surtout, qui étaient interpellées pour écrouer dans cette affaire, ont été libérées. Cher Bamba Dièye, notre invité devant le grand jury d'RFM, la grève des salariés de la sénégalaise des eaux qui a perdu le marché de l'eau au profit de Suez. Des salariés qui revendiquent 15% du capital de Suez au Sénégal. Le gouvernement a dit qu'ils ne peuvent détenir que 7%. Le président de la République a réquisitionné vendredi soir par décret tous les salariés de la SDE jusqu'au 31 décembre pour empêcher des perturbations sur les réseaux. Trouvez-vous la mesure juste? Je trouve la mesure excessive. Excessive pour une raison simple. Je pense que quand on a besoin de réquisitionner, et comme la grève est un droit constitutionnel, il faudrait qu'on essaie aussi de respecter cette disposition de notre charte fondamentale. Secondo aussi, toute grève a aussi quelque part des éléments qui sont mis en place pour pouvoir assurer un minimum de continuité dans le service. S'il y a des soucis et des problèmes pour assurer la qualité de ce service public extrêmement important, je crois que le décret doit être très précis sur qui et comment et quelle partie de l'ensemble du personnel. C'est un décret général et anonyme. C'est ça le problème. On n'a plus l'impression aujourd'hui qu'on cherche à régler un service public primordial, mais plutôt à asseoir un dictat qui marche sur les droits constitutionnels. Et en d'autres termes, si nous allons au fond du problème, de quoi il s'agit? D'une privatisation. En termes de privatisation, ce que nous souhaitons tous, c'est que le privé national, l'épargne intérieure, ceux qui sont capables de faire quelque chose dans ce pays, puissent se retrouver dans le capital des sociétés stratégiques de notre pays. Si nous voulons véritablement, moi je ne vois pas au nom de quoi et quel problème il peut y avoir que la SDE, la SONES ou toute autre entité qui sont des Sénégalais puissent prendre part dans l'actif. C'est pas ça le problème. Non, mais je dis que... Par défaut, ils sont là-dedans. Non, je dis la que revendication de SDE est jugée excessive. C'est ça, c'est ce caractère excessif qui me pose problème. Parce qu'en réalité, ce que nous cherchons, c'est privatiser. Ce que nous cherchons, c'est que l'État se désolidarise d'une gestion pour permettre à des privés, nationaux ou étrangers, de pouvoir le prendre en charge. De ce point de vue-là, si nous avons des acteurs internes
au nom de la préférence nationale, je crois que l'État du Sénégal doit faire l'effort de s'organiser parce qu'en réalité, c'est l'État qui a signé un contrat avec Suez. Ils peuvent décider de fait, dès le départ, quelles sont les parts qui sont restreintes aux uns et aux autres. Moi, c'est ce problème que j'ai. J'aimerais bien vous poser la question suivante. Est-ce qu'au nom de revendications d'intérêts de cette nature, les salariés de SDE, ils ont le droit de couper le réseau de distribution de l'eau? Si vous me la posez personnellement, je dirais non. Je dirais non. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il doit être possible de faire valoir leurs revendications, leurs droits, en maintenant un service minimum qui nécessairement va impacter sur les citoyens, parce qu'ils ont besoin aussi de cette force de persuasion. Il y en a qui sont restés 5 jours mais c'est ça le drame. Sans avoir d'eau à la maison. C'est ça le drame. C'est pourquoi le problème du Sénégal aujourd'hui, on en est arrivé à une situation où on ne réfléchit plus pour le cadre général. On ne réfléchit plus pour le citoyen. Au nom duquel on agit et on fait des choses, je pense qu'il est extrêmement important, aussi bien pour l'État du Sénégal, qui agit pour le compte de tous les Sénégalais, y compris ceux de la SDE, que pour la SDE, qui se bat dans l'environnement qui est le nôtre, que chacun sache ses raisons garder. Que l'on puisse faire valoir les libertés constitutionnelles des syndicats, qu'ils puissent manifester, travailler, s'acharner pour que au moins les revendications puissent être écoutées, entendues et solutionnées dans la mesure du possible. Mais quand tout état de cause, que l'État du Sénégal aussi, tout en veillant à la sécurité des citoyens, ne puisse pas outrepasser ses droits et réquisitionner tout le service. C'est un non-sens. Ça ne repose concrètement sur rien. Et ça fait aussi quelque part parler et ça nous amène à comprendre au nom de qui on agit. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation pour, entre guillemets, assainir un climat pour Suez plutôt que de gérer un problème qui aura au moins le mérite d'être regardé avec beaucoup de sérieux. Justement, quand le marché de l'eau avait été cédé à Suez, le ministre de l'hydraulique à l'époque s'appelait Mansour Faye, votre successeur à la tête de la mairie de Saint-Louis par ailleurs. Et justement, à la même période, Suez avait offert des camions à la mairie de Saint-Louis. Cela sent-il quelque chose de pas normal dans ce contexte-là à l'époque? Je pense que Suez, dans son volet environnement, a souvent travaillé avec les collectivités locales. Je pense qu'au niveau de la responsabilité sociétale des entreprises, cela se comprend. Mais c'est troublant. C'est troublant, d'autant plus que les ministres en question est celui qui décide en dernier ressort avec ses équipes de qui parmi ces concurrents-là devrait gagner le marché. Il y a eu à l'époque un débat extrêmement intéressant que nous avions eu à l'Assemblée nationale. Moi, mon problème, ce n'est pas le problème que ce soit le maire de Saint-Louis qui ait reçu des bentasseuses ou autre chose là-dessus. Mon problème, c'est que où est l'intérêt du Sénégal ? Parce que l'offre de Suez par rapport à l'offre de la SDE, c'est des économies de l'ordre de plus de 50 milliards. Si des entreprises sont en concurrence et qu'il y ait une offre technique qui permet de savoir si telle ou telle autre entreprise a la capacité d'assurer le service, la seule condition qui va les différencier, c'est l'offre financière. Et de ce point de vue-là, la SDE est moins disante. Et je ne comprends pas, je l'ai interpellé, ça a été un débat très houleux à l'Assemblée nationale l'année passée, pour lui dire que moi, je ne comprends pas. Et quelque part, ça corrobore le sentiment qu'il y a au Sénégal, parmi nos hommes d'État, des gens qui ne sont intéressés que par leurs intérêts personnels. Si la logique, l'intérêt du Sénégal, la priorité, l'économie d'échelle que nous faisons n'est pas la règle que nous suivons, quelle règle suivons-nous ? Est-ce que nous ne sommes pas encore dans ce système qui fait que l'intérêt d'un groupe ou d'un individu prime sur l'intérêt stratégique de notre pays? Et quelque part aussi, quand on fait l'amalgame de toutes ces situations-là, les Sénégalais ont des raisons d'être inquiets. Parce que nous nous rendons compte qu'en réalité, les entreprises françaises ne sont même plus en concurrence avec des entreprises sénégalaises. Et que les gens partent avec un déficit extrêmement grave. Nous savons par avance, en termes de compétition, qui va gagner. Et où est la libre concurrence? Et cela saurait-il être possible en France ou dans tout autre pays que des entreprises qui construisent l'emploi aussi avec des nationaux à leur tête,
qui sont là et qui travaillent et qui ont donné des preuves, qui ont géré pendant plusieurs années un système, qu'on les expulse de la sorte. Il y a encore d'autres faits qui sont encore plus troublants parce que Suez est dans KMS 3. C'est eux qui construisent et c'est eux qui vont distribuer. Mais c'est trop. La troisième usine de Cormont-Marsart, KMS 3. Et encore, est-ce que dans ce phénomène-là, on règle le problème de l'approvisionnement en eau potable au niveau de Dakar? Si on extrapole aujourd'hui au Sénégal, rien qu'après turbinage à Manantali et sur le fleuve Sénégal, on se rend compte que quelque chose comme 23 milliards de mètres cubes sont déversés. Après les usages multiples que nous en faisons, il y a au moins 10 à 15 milliards d'eau douce qui sont jetés chaque année dans l'océan Atlantique. Comment un pays qui perd autant de quantité d'eau peut-il se permettre de créer une usine d'osmose inverse ici, de désalinisation, avec des coûts qui sont de très loin supérieurs à l'usine référence qui existe en Israël? Et on se pose des questions de savoir si les gens font de l'opposition crypto-personnelle, etc. Non, on n'est pas dans ce cas-là. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pourquoi au Sénégal, on a cette frénésie qui fait que les prix que nous appliquons, il n'y a même pas de benchmark? Que ce soit sur les entreprises de travaux publics, vous comparez Ila Toba avec l'axe Agadez-Marrakech, vous comparez le TER avec le TER qui existe au Nigeria, vous comparez le BRT avec le BRT qui existe au Ghana, vous passez du simple au triple. Où est le benchmark? Où est le souci que nous pouvons avoir sur les priorités que nous ressentons? À côté de cela, il y a nos enfants qui, désespérés de trouver de l'emploi au Sénégal, sont obligés de prendre des pirogues et meurent en mer. Et après l'eau, il y a l'électricité. La hausse annoncée sur les tarifs du courant. Guy Marius Sagna, le célèbre activiste, et 7 de ses camarades sont en prison pour avoir manifesté devant le palais présidentiel contre la hausse des prix de l'électricité, des incarcérations injustes ou justifiées. Totalement injuste. Et on en revient à la Constitution, qui est supérieure à toutes les autres considérations. Si nous avons cru devoir inscrire dans notre Constitution la liberté de marche, avec énormément de facilité, c'est que nous avions voulu donner aux citoyens la capacité de respirer démocratiquement, d'avoir la possibilité de se plaindre. Parce que ce qui se passe est inacceptable. C'est l'État du Sénégal aujourd'hui qui nous livre une facture de 50 000 francs et que le mois prochain te livre une autre facture de 250 000 francs. Et vous n'avez pas eu une lampe de plus ou tout autre appareil de plus dans votre maison. Cette forme d'escroquerie, si les citoyens subissent cela au quotidien et que du côté de l'État, nous ne sentons aucune volonté de faire de l'économie d'échelle, de réduire le train de vie astronomique de l'État, de se mettre en cadre pour, avec les Sénégalais, apprendre à souffrir, on se dit que cette forme de cynisme-là, ça se justifie comment? Et quelle est la forme? Comment voudrait-on que les Sénégalais réagissent? Qu'ils restent chez eux? Qu'ils acceptent qu'on les escroque via la Sénélec par l'État du Sénégal? Qu'ils acceptent qu'en plus d'assumer la cherté de la vie et les conditions difficiles que nous avons énumérées tantôt, que ce soit sur le secteur de la pêche, que ce soit sur le secteur de l'emploi pour les jeunes, que ce soit sur le secteur de la santé, si en plus de subir cette violence-là, il faut accepter sans réaction que l'on puisse aujourd'hui multiplier par 5 ta facture d'électricité. Il faut que nous acceptions en même temps, comme nous le dénoncions dans l'eau, que l'on puisse, lorsque vous avez la possibilité de prendre part dans une entreprise qui est la vôtre, qui est la nôtre, qui nous appartient, départ, que ce soit pour les syndicats ou pour les entreprises sénégalaises, qu'on dit non, ce n'est pas possible parce que simplement il y a une part qu'il faut réserver à Suez. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas comme cela qu'on doit développer notre pays. Et ce n'est pas comme cela aussi qu'on se protège des forces extérieures qui ne sont pas mues par de la philanthropie et qui cherchent nécessairement à faire du pognon sur le dos du citoyen. Le gouvernement dit que sur le contrat d'affermage cédé à Suez, la souveraineté elle est totale puisque Suez Sénégal ne détient que 45% du capital de la nouvelle société. Les 55% vont auprès de Sénégalais, entre l'État, les travailleurs et d'autres entités. Vous savez, c'est ça où le problème est réglé. C'est l'État du Sénégal qui a décidé souverainement.
Alors pourquoi l'État du Sénégal, lorsqu'il est en face d'entreprises sénégalaises ou de groupes constitués de Sénégalais qui disent qu'ils veulent ou qu'ils peuvent prendre des parts, pourquoi nous ne nous organisons pas pour leur offrir les parts qu'il faut? L'électricité, oui. L'arrestation, puis incarcération de Guy Marius Sagna et compagnie. Donc on disait tant, moi je dis, et je le répète, c'est totalement injustifié. C'est comme quelqu'un qui me dirait que Cheikh Bamba Dièye n'avait pas le droit de s'attacher sur les grilles de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas possible. Et il ne faut pas qu'on fasse payer à Guy Marius Sagna et compagnie les fautes de sécurité de l'État du Sénégal. Puisque la marche étant un droit constitutionnel, je crois qu'ils ont le droit. Et ensuite, il y a une tradition. Il y a eu des faits antérieurs qui ont été les faits de militants de l'APR pour lesquels il n'y a rien eu. Et je pense que c'est ce système du 2 poids 2 mesures qui ne consolide pas notre nation. Nous sommes une nation et nous voulons vivre ensemble et construire le développement pour tous les Sénégalais. Apprenons à respecter chaque Sénégalais à travers son individualité et sa dignité. Et je pense que quelque part, Guy Marius Sagna et compagnie nous ont montré que tout ce qu'on nous dit en termes de sécurité, de garantie sécuritaire, ils l'ont complètement mis à nu. Parce qu'en réalité, Guy Marius Sagna, depuis la place de l'indépendance, ne s'est pas caché. On s'est rendu compte que si c'était un terroriste ou quelque chose qui nous voulait du mal, il ne prendrait pas ces précautions-là. Que l'on serait les dégâts aujourd'hui, où nous pensons que nous sommes suffisamment vernis et que nous avons une couche de protection qui nous permet d'y échapper. Mais du coup, balanga la clé. Et je pense que de ce problème-là, il faut serrer ces deux problèmes-là. Le premier, c'est celui des libertés individuelles. Et à ce niveau-là, ils sont dans l'illégalité complète si aujourd'hui on veut exercer quoi que ce soit sur Guy Marius Sagna et compagnie. Deuxièmement, il y a la question liée à la sécurité. Et à ce niveau-là, ils sont interpellés. Ils doivent trouver des raisons et des solutions en leur sein. En même temps, Guy Marius Sagna et compagnie, ils sont seuls dans leur combat. Les forces sociales et politiques n'adhèrent pas à cette détermination à vouloir lutter pour les masses. Vous savez, on le dit souvent, et au Sénégal, on se répète. Parfois, l'opposition vous dit que ni les citoyens ne suivent pas, ils ne nous aident pas, ils ne nous appuient pas. On ne sent pas ce phénomène-là. Et la société civile le dit. En réalité, c'est que nous avons, Babacar, un problème de société, un problème d'engagement citoyen. Et c'est la raison pour laquelle nombre d'entre nous pensent, comme disent certains Wolof, njariñ loo fekkee. Alors que ce qui va nous aider, ce qui va nous permettre à vivre dans un environnement, qui va nous permettre de pouvoir exercer, de travailler, de gagner de l'argent proprement et de nourrir nos familles, c'est l'effort que nous fournissons pour refuser l'inacceptable. Si cela se passe ainsi, cela est inacceptable. Nous n'avons pas le droit ni de les abandonner, ni de les oublier, ni de les laisser seuls dans ce combat. Parce qu'en réalité, à la fin du mois, ce n'est pas Guy Marius Sagna et les personnes qui sont autour de lui qui vont recevoir une facture gonflée à bloc. C'est nous tous. Lorsqu'on se bat pour des libertés, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai maille à partir avec l'État du Sénégal qui cherche à m'arrêter que je suis ciblé et que je suis seul concerné. Parce que si on arrive à attenter aux libertés d'un citoyen, cela voudrait dire qu'on a ouvert les vannes pour que tout autre citoyen qui se retrouverait dans cette même dynamique puisse être violenté. Et c'est contre cela qu'il faut lutter contre l'indifférence. Elle n'est pas acceptable du point de vue des acteurs politiques, si c'est ça le sens de votre question. Elle n'est pas acceptable aussi du point de vue des citoyens. C'est des combats que nous devons mener ensemble, non pas contre Macky Sall ou contre son régime, mais que nous sommes une nation et que nous partageons les mêmes difficultés. Cher Bamba Dièye, l'invité du grand jury, vous êtes aussi ingénieur des travaux publics. Le chantier du TER, le temps que ça a pris, est-ce que c'est techniquement normal ou pas? Non, c'est de l'escroquerie. Parce que d'abord, le prix, il est astronomique, inacceptable. Ça voudrait dire vraiment qu'on se paie la tête des Sénégalais. Deuxièmement, je l'ai dénoncé tantôt, il ne faudrait pas, la France et le Sénégal ne boxent pas dans la même catégorie. Et nous ne devons pas servir de lieu pour renflouer les caisses d'entreprises françaises moribondes. Deuxièmement aussi, lorsque vous prenez sur vous la réflexion, c'est le président de la République qui s'était engagé devant la nation en disant qu'avant les départs des élections, que le TER serait mis en marche.
Lorsque vous avez une infrastructure que vous projetez à T0 et qu'en réalité à T plus 12 mois, vous vous rendez compte que rien n'est fait, vous perdez dans vos calculs de rentabilité, vous perdez dans l'impact négatif sur les citoyens et vous perdez sur l'investissement global. Et cela aussi, c'est inacceptable pour un pays pauvre comme le nôtre. Il y a encore quelque chose qui est extrêmement grave. C'est qu'on a l'impression que cet ouvrage aussi coûteux, il n'y a aucun effort qui a été fait pour assurer son assainissement. Vous voyez l'impact qu'il y a au niveau de Guinara et de Pékin? Et je trouve que c'est cela qui pose problème. Au nom de qui, disons-nous, intervenir ou faire ces investissements? N'est-ce pas au nom du citoyen? On a l'impression au Sénégal, et c'est malheureux de le constater, qu'en réalité, entre l'État du Sénégal et un groupe d'investisseurs ou un groupe d'entreprises étrangères, c'est comme s'ils étaient isolés, seuls. Ils peuvent dealer, régler leurs problèmes. Et en termes de retour d'impact sur les citoyens, non. C'est nous qui assumons tout cela. Et en dernier ressort, c'est nous qui devrons payer aussi la facture. Je trouve que c'est inacceptable. Et ce n'est pas opérant du tout. Vous avez été ministre des collectivités territoriales et maire de Saint-Louis. Le projet Sénégal zéro déchet, on ajoute les opérations de désencombrement des rues et des espaces publics entamés par le gouvernement. Sont-elles viables, fiables à vos yeux? C'est légitime. Si nos cours sont sales, si nos villes sont sales, si le pays est sale, c'est tout le Sénégal qui en pâtit. La santé de nos enfants posera problème, la qualité de vie au Sénégal posera problème et notre pays ne sera pas attractif. Alors nous avons tous intérêt à faire ce qu'il faut pour que nos villes soient propres. Mais en réalité, est-ce que énoncer des slogans suffirait? Est-ce qu'il faudrait, au-delà de l'énoncé du slogan, faire en sorte que les opérations qui vont être menées soient des opérations pérennes et non pas des coups de poing sporadiques? Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est travailler en parfaite synergie entre l'autorité centrale et les collectivités locales. Il faudrait que les ministères de l'économie et des finances fassent l'effort qu'il faut pour revoir les assiettes et que les citoyens, en dernier ressort aussi, mettent la main dans cette affaire-là. Parce qu'en réalité, on ne parle jamais de gestion des déchets solides, des déchets de tous ordres d'ailleurs, sans l'implication du citoyen. Qu'en est-il de la taxe sur les ordures ménagères? Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère de l'économie et des finances, en tout cas moi quand j'étais maire de Saint-Louis, je ne sentais aucun effort à ce niveau-là? Est-ce que quand vous avez 28 000 foyers dans une ville, si seulement chaque foyer contribuait à hauteur de 1 000 francs par mois, vous vous rendez compte que vous avez suffisamment d'argent à la fin de l'année pour pouvoir non seulement aller auprès des banques, investir et demander de l'argent pour investir dans des matériaux lourds. Et il faut que l'État soit véritablement engagé dans ce dispositif-là. Parce qu'en réalité, vous savez pourquoi ça ne marchera jamais? Ça ne marchera jamais parce que ça manque de sérieux. Ça ne marchera jamais parce que nos Sénégalaiseries vont interférer sur le sérieux qu'il faut pour dégager les occupations irrégulières du domaine public, sur le sérieux qu'il faut pour qu'en réalité que nous puissions véritablement avoir un ordre établi et des manières extrêmement modernes et poussées de collecte des ordures ménagères et de traitement de ces ordures. Et je pense que quelque part, négliger ce phénomène-là, ça impacte sur la santé du Sénégalais. Ça impacte sur le cadre de vie. On parle de développement touristique avec un pays juché, jonché d'ordures, où que les entrées de nos villes sont enlidies et qu'ensuite il n'y a aucune volonté, aussi bien de l'État central que du citoyen, de travailler à cela. Nous n'avons même pas une culture collective de la propreté. Même pas une culture collective. Cela suppose d'abord éduquer les citoyens. Je disais au ministre, lors de son passage au niveau de son budget, qu'en réalité, la citoyenneté, elle n'est pas acquise, elle n'est pas innée. Il faut que l'État du Sénégal pense pouvoir construire. Il faudrait que vos radios, vos télévisions, que la presse privée comme la presse publique, tout le monde y concourt. Il faut qu'ensemble que nous changeons nos mentalités, que nous puissions nous réjouir de voir nos villes, nos quartiers propres et fleuris. Alors, bienvenue ces lois qui vont contraindre tout le monde à rendre le pays propre. Vous savez, moi, je me méfie beaucoup des lois. Je me méfie beaucoup des lois et nous le constatons tantôt. Tout au long de cette émission-là, on a eu à dénoncer beaucoup de lois qui ont été sans effet. Moi, je suis plutôt pour que le citoyen et les pouvoirs publics ensemble décider à combattre et que nous puissions avoir, et je le disais à l'Assemblée nationale, sur les sujets qui nous divisent,
Et par rapport au sujet sur lequel nous devons avoir un consensus, il y a un rapport extrêmement grand. Il y a plus de 90% de l'activité, de ce qu'il faut faire dans notre pays qui peuvent nous unir et nous serons divergents que sur 10 sujets, y compris sur la question des déchets, y compris sur la question de la sécurité urbaine, y compris sur la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, le trafic et tous ces éléments-là. Ce sont des dossiers sur lesquels, ensemble, le gouvernement, la société, tout le monde doit parler le même langage. Sinon, nous déconstruisons notre pays. Et en réalité, c'est pourquoi moi j'ai dit que nous n'avons pas encore consolidé le sentiment d'appartenance et l'identité nationale. Nous pensons seulement qu'être Sénégalais, c'est avoir un drapeau et une hymne. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas suffisant. C'est une commune volonté de vivre ensemble. C'est un choix libre de règles et un respect scrupuleux de ces règles-là, de tout le monde, de la part de tout le monde. Le dialogue national, le dialogue politique, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Je ne partage pas l'idée du dialogue. Je ne crois pas au dialogue. Ce n'est pas pertinent. Tous les experts qui y participent, et ceux qui sont dehors, savent ce qu'il nous faut pour régler la question politique au Sénégal. Nous le savons. Et le président de la République, en moins de 10 minutes. Vous aviez pourtant décidé d'y répondre à son lancement, ce dialogue national. Mais effectivement, pour que les gens puissent savoir que je suis sincère dans ma volonté de trouver chaque jour des solutions de consensus. Mais quand j'y suis allé le premier, l'ensemble des positions sur lesquelles le président de la République s'était prononcé lui-même, y compris la journée nationale du dialogue, il n'en est rien suivi. Ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, il avait voulu utiliser ce phénomène-là pour se rapprocher du Parti démocratique sénégalais. Aujourd'hui encore, il utilise le dialogue, il convoque des partis d'opposition, il va les utiliser pour servir de faire valoir, pour simplement reculer la date des élections. Et ils le font en toute illégalité parce que la loi électorale est très claire. S'ils reculent les élections dans ces conditions, la totalité des collectivités locales devraient aller sous délégation spéciale. C'est ça la réalité. C'est votre position? Non, ce n'est pas ma position, c'est ce que la loi dit. Mais en réalité, nous sommes dans du tapalé politique. Et je pense que ce n'est pas sérieux. On utilise des personnalités au-dessus de tout soupçon pour faire valoir une escroquerie. Et de mon point de vue, je pense que, et ça, tous les acteurs politiques m'entendent, vous interrogerez n'importe quelle chapelle politique. Qu'est-ce qu'il faut pour régler le problème électoral au Sénégal? En moins de 10 minutes, ils vous le diront. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rester tout ce temps-là, 6 mois, 7 mois, une année, juste pour qu'on puisse nous dire voilà, on dialogue, on ne peut pas organiser nos élections. Ils l'organiseront quand ils auront les moyens, quand ils seront sûrs de pouvoir les gagner. Où est la démocratie dans ce système-là? Où est l'organisation des élections à date échue? Où est la culture de la redevabilité? Où est le respect que nous devons aux citoyens pour qu'après que le mandat soit terminé, que nous nous présentons devant les citoyens pour qu'ils puissent arbitrer? Ce sont ça les problèmes de fond que nous avons. Et je suis désolé, et ce n'est pas la première fois. Chaque fois qu'ils sont dans une difficulté, ils convoquent le dialogue, alors qu'en termes de respect des lois et de ce qu'il faut pour améliorer notre démocratie, rien n'est fait. La dernière déclaration de Macky Sall sur la possibilité ou pas pour lui de se présenter une troisième fois à la présidentielle vous rassure-t-elle? C'était en début de semaine sur RFI et France 24. Sa réponse, ce n'est pas le moment, je viens d'être réélu. Moi, en tout cas, je n'ai même pas besoin d'entendre sa réponse parce que moi, la Constitution me suffit. Aujourd'hui, et de sa propre déclaration à lui, le président de la République Macky Sall, il est clair qu'il n'y a aucune possibilité pour lui ou pour n'importe qui d'autre d'avoir un troisième mandat. Ce n'est pas un débat. L'évoquer aujourd'hui, pour moi, c'est du dilatoire. Ce qu'il faudrait, c'est que lorsque le moment viendra où il voudra aujourd'hui revenir et se présenter devant les Sénégalais, on ne parlera pas de troisième mandat, on parlera de coup d'État constitutionnel. Et de ce point de vue-là, on aura à parler en ce moment. Cheikh Bamba Dièye, merci d'être venu devant le grand jury d'RFM. Vous êtes ancien ministre, ancien maire de Saint-Louis, leader du parti politique FSD Benno Djoubel, député à l'Assemblée nationale. Merci à tous nos auditeurs. Bonne fin de semaine.